Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans le 15e épisode et j'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel. Vous connaissez je pense pour la plupart si vous allez sur YouTube ou si vous êtes dans le DCG. C'est notre ami Nicolas des Geeks des Chiffres. Bonjour Nicolas. Salut mon cher Florian, comment vas-tu ? Bah bien et toi ? Bah écoute, j'ai la pêche, je suis très content d'être avec toi. Donc j'attends cet épisode avec impatience et j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi mon cher ami. Eh ben on a la chance d'avoir, je vais le dire mais il va pas aimer Nicolas, le GOAT de la compta sur YouTube. Comment tu sais que je vais pas aimer ? Parce que t'es quelqu'un d'humble et quand on te met en valeur, tu te mets à rougir, je sais. C'est pas faux, ça c'est mes vieux démons qui reviennent. Et du coup, on va parler avec toi vu que maintenant t'as quand même une grande caisse de résonance sur les réseaux sociaux et un peu partout. Donc on va parler un petit peu de recrutement, c'est ton fonds de commerce toi avec la population DCG, marketing parce que tu maîtrises là-dessus, et on va venir embêter sur les activités d'expert comptable. Allez, première question, est-ce que tu peux te présenter Nicolas un petit peu, d'où tu viens, comment ça se fait que t'es tombé chez les comptables, et nous présenter ton école, les Geeks du Chiffre. Yes, ça marche. Alors, du coup, moi, je m'appelle Nicolas Piatkowski. Je suis un pur produit du 9-3, Seine-Saint-Denis. J'ai grandi là-bas quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de mes 34 ou 35 ans. Maintenant, j'habite à Sophia-Antipolis, proche de Nice. Je suis parti un petit peu au soleil, à la montagne, et proche de la mer pour voir un peu autre chose. Et en vrai, ce qui est rigolo, c'est que j'ai créé une école en ligne qui a maintenant formé plus que 7000 étudiants à préparer le DCG, et bientôt le DSCG à distance depuis 2019-2020. Mais moi, en gros, j'étais un cancre à l'école, quoi. J'étais très nul de 7 à 18 ans. Je manquais de confiance en moi. J'ai une maîtresse qui m'a traumatisé quand j'étais petit. J'étais assez mauvais élève, très timide, très renfermé. La sympathie m'a toujours sauvé. Et mon papa, il m'a beaucoup aussi sauvé la mise quand j'étais dans les études, quand j'étais petit, où il m'a dit, allez, il m'a sauvé d'un redoublement. Il m'a sauvé d'une autre impasse où j'avais même pas possibilité d'aller dans des études supérieures en BTS. Tu vois, j'ai accepté nulle part, même en BTS compta. Alors qu'aujourd'hui, j'ai cofondé, en tout cas avec Souma, mon associé, un média YouTube qui est le premier en francophonie, en tout cas sur la comptabilité, avec 10 millions de vues et plus que 10 millions maintenant et 184 000 abonnés, un podcast, une école en ligne, un compte TikTok, un compte Instagram, un blog et tout ça dans l'écosystème de la comptabilité et de la gestion. Et en gros, je suis un gros passionné de pédagogie, d'éducation. Je me suis rendu compte que ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'ai trouvé que transmettre le savoir au plus grand nombre, c'était une cause qui était noble. Et je trouve que le métier de professeur, il est pas assez mis en valeur dans le monde, de manière générale, et en France. On tape beaucoup sur l'école. Mais mine de rien, du professeur peut émaner des carrières de vie qui sont incroyables. Et quand je prends mon expérience perso, j'avais une maîtresse, quand j'étais en primaire, elle m'a fait peur. Et du coup, j'ai perdu confiance en moi. Et du coup, ça m'a bridé, même si tout ne justifiait pas ça. Il y avait d'autres éléments. Mais quand tu rencontres un prof qui te ouvre l'esprit et qui te fait voir le monde différemment, il te donne confiance, et bien là, il peut se passer quelque chose en toi-même qui fait que tu peux vraiment transcender ton histoire. Et voilà, j'aspire un peu avec les Geeks des Chiffres et avec Soumaya et ceux qui travaillent avec nous à pouvoir porter cette mission et diffuser le savoir au plus grand nombre, en tout cas dans l'industrie de la comptabilité et la gestion. C'est un super projet, et je vais pas te cacher que moi au début, quand je t'ai découvert sur YouTube, j'ai fait « il est impressionnant lui ». En fait, on sent tes émotions, comment tu arrives à les faire passer de manière simple. C'était vraiment, c'est ce qui a fait ta réussite, je pense, c'est que tu sais parler avec un langage assez simple, tu vas à l'essentiel, et tu as plein de choses mémotechniques à transmettre qui, on voit aujourd'hui, ça fonctionne, et puis tu as des super résultats, donc c'est super. Merci. On n'a pas la chance d'avoir Soumaya, elle était pas là aujourd'hui malheureusement. C'est le petit duo qui fait que ça fonctionne, je pense. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ah ouais, alors c'est clair, tu vois, souvent Soumaya c'est vraiment la personne qui va innover, qui a 1000 idées toutes les 3 secondes, tu vois. Elle est très créative et du coup, il y a vraiment une alchimie entre elle et moi. On va dire que moi, je suis très dans l'exécution. J'aime bien les process. J'aime bien gagner du temps. J'aime bien aller vite. C'est comme une espèce de machine qui avance. Et elle est plus dans les projets. Je vais pas dire de 0 à 1 parce que c'est pas toujours vrai, tu vois. Soumaya va faire des projets de A à Z souvent. Mais si je pourrais vulgariser un peu, elle est vraiment plus dans l'innovation, la stratégie et la gestion des projets. Et moi, je suis plus dans l'exécution. Et ce qui fait un peu notre culture et notre identité. De toute façon, ça, d'ailleurs, on l'a travaillé un peu notre culture il y a pas longtemps.
Enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques temps quand même, mais on l'a vraiment encore plus formalisé ces derniers temps. Et c'est vraiment l'espèce de fusion de ces deux caractères entre elle et moi. Elle, c'est plus une force tranquille, elle est calme. Et moi, je suis un peu débordant, comme ça, peut-être un peu trop, tu vois. Des fois, on me voit beaucoup plus, alors qu'en fait, sans elle, je suis rien du tout, tu vois. Et tu as bien raison. Cette fusion de elle et moi, ça fait le projet qui nous porte aujourd'hui. Et puis, tous les gens qui nous accompagnent, eh bien, ils font aussi le projet parce qu'on a des mentors. On a quelqu'un qui nous a rejoint aussi, qui s'appelle Mallory, qu'on salue beaucoup. Ils ont tous cette fibre. Voilà, ils se reconnaissent un peu tous dans notre caractère qu'on peut avoir, moi et Soumaya, et la culture qu'on a pu mettre en place chez les Geeks des chiffres. Ben, c'est top. Donc maintenant, on va être dans l'essentiel. Toi, tu connais très bien cette population du DCG grâce à l'école en ligne. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire en fait pour résoudre le problème qu'on a dans la profession? Tu es au courant hein, sur le recrutement, mais peut-être aller plus sur la partie fidélisation. Qu'est-ce que tu donnerais? Toi, je te donne, tu es le président du Conseil national et on te donne les pleins pouvoirs. Tu commences par quoi? Alors franchement, c'est une vaste question parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes que l'on peut imaginer. Déjà, je pense que les étudiants, quand ils rentrent dans la filière DCG, DSCG, ils n'ont pas les armes sur ce qui va les attendre demain. Donc, je pense ce sont des gens qui sont malheureusement, je sais pas si c'est le bon terme, dire malheureusement, mais en tout cas, on les forme à être des techniciens et je l'entends souvent, quand ils rentrent sur le marché du travail, ils sont un peu démunis, ils savent pas quoi faire, comment s'y prendre, ils ont un bac+3 et puis ils ont que des connaissances du livre et dans le monde professionnel, eh bien, il manque quelque chose. Donc, ceux qui les embauchent, souvent, ils ont un peu cette critique en disant qu'est-ce qu'ils foutent à l'école, quoi. Donc, ça, par exemple, tu vois, chez les Geeks des chiffres, dans l'école en ligne, c'est un des sujets qu'on a tenté de résoudre dans la préparation aux étudiants au diplôme. On leur donne suffisamment de théorie pour avoir un bon bagage académique pour qu'ils puissent réussir les examens. Mais notre objectif, c'est pas qu'ils soient excellents sur les examens. C'est qu'ils aient un mix et une espèce de fusion entre la bonne compréhension technique et comment ça se traduit dans la vraie vie. Et il y a des cabinets qui disent parfois, ah ouais, j'ai vu passer un CV, on a recruté quelqu'un, il vient chez les Geeks des chiffres. Le mindset, il est différent. Ils sont plus vifs, ils ont une culture un peu forte. Donc, je pense que déjà, un des problèmes pour résoudre un peu la situation sur le recrutement, la fidélisation, déjà, ça passe aussi par ce point de l'étudiant. Ensuite, de quoi a besoin un étudiant ou une personne qui s'est diplômée, qui est rentrée dans le marché du travail? Elle a besoin de rêver. Elle a besoin d'avoir un projet de carrière. Elle a besoin de kiffer son job. Elle a besoin d'être prise en considération. Et donc, si on te dit tu fais un bac+3 ou un bac+5 et le jour où tu arrives sur le marché du travail, c'est complètement une catastrophe pour toi, tu as juste envie de pleurer, tu es dégoûté parce que la chute, elle est brutale. Et moi, je le vois bien. Souvent, je prends la défense des experts comptables. Et là, à chaque fois, je me fais tacler par des étudiants qui disent « Coco, t'es mignon, hein, franchement, t'es sympa, Nico. Mais là, t'as pas vu ça. » Alors, bien sûr que je le sais bien. C'est juste que j'ai envie d'avoir un message un peu positif parce que, malheureusement, le mal, il fait plus rayonner que le bon. Alors, j'essaie d'avoir un peu cette approche un peu pédagogique pour dire que tout n'est pas noir et blanc, mais c'est un peu gris, quoi. Tu vois, il y a quand même une nuance de tout. Donc, l'école, elle a un rôle à jouer sur ce qui se passe dans le marché du travail. Ensuite, quand on va être recruté et quand on va intégrer un cabinet, puisque là, on est sur le podcast du marketing du cabinet comptable, donc restons focalisés là-dessus. L'expert comptable ou les cabinets, malheureusement, ils sont pas outillés pour manager les gens. Il y a un reproche qui est souvent fait, c'est que dans les études, on n'étudie pas le management. Alors, on n'est pas fait ou on n'est pas calibré pour manager des gens. Alors, oui et non. D'accord? Parce que quand on ponce un peu les programmes de DCG, il n'y a pas que du mauvais. Si on prend quelques programmes de management, on peut en retirer quelques petites pépites. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Quand on passe son deck, on n'a pas un module ou comment on va faire pour engager les gens, les fidéliser, les onboarder correctement, etc. Elle est simple. Il faut se former à gauche et à droite et à côté. Et ça, à l'ère de l'intelligence artificielle, on discute un petit peu en off juste avant l'épisode. Et tu vas sur Internet, sur YouTube, sur Google et sur les podcasts, en fait, tu peux devenir un bon manager. Donc, pour fidéliser les gens, il faut leur proposer un plan de carrière qui soit adapté. Et là, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à utiliser 2 ressources. Il y a un livre qui s'appelle Dream Team, écrit par Ludovic, je sais plus qui, je me rappelle plus son nom de famille, mais c'est une masterclass, ce bouquin. Il est très facile à lire. Tu as la phase de recrutement, la phase d'onboarding et la phase, il faut se séparer des gens des fois, malheureusement, si besoin. Lire absolument ce bouquin parce qu'il te donne toutes les bonnes pratiques.
deuxième livre qui vient de la Harvard Business Review, qui est une très bonne revue, c'est vraiment du top niveau. Et là, c'est piloter et bâtir une équipe gagnante. Déjà, si t'as ça, t'as les b.a.-ba du management, c'est incroyable. Parce que tu sais que pour fidéliser les gens, pour les impliquer, pour leur donner du sens, eh bien, il faut que tu puisses faire collaborer les gens, mettre les bonnes personnes au bon endroit. Déjà, ça, c'est des petites astuces qui sont extrêmement importantes. Tu vois, c'est super bien ce que tu dis, et je vais me mettre du côté de l'expert comptable en disant, c'est top, je vais lire les livres, c'est bon, je suis OK, mais faut savoir que 80% des cabinets d'expertise comptable en France, ils ont de 0 à 10 salariés. Alors l'expert comptable, en fait, il fait tout, et en gros, il n'a pas le temps. Donc déjà qu'il sort de la période fiscale, tu vois, il va être fatigué, là, il va falloir à fond s'occuper des clients qui débordent. La plupart du temps, il dit, OK, je mets le cap de côté, les collaborateurs, j'ai pas le temps. Toi, qu'est-ce que tu peux me dire face à ça? Alors ça, pour moi, c'est un faux sujet. Avant de démarrer l'épisode, tu me dis, voilà, ça serait bien qu'on puisse aborder un peu la partie un peu productivité, quel est le process que nous, on met en place. Tu sais, nous, en vrai, on a formé 7000 étudiants, on est le premier média YouTube, on fait du contenu partout, tout le temps, mais en fait, nous aussi, on pourrait dire on n'a pas le temps, tu vois. En fait, il faut juste choisir ses batailles. Donc, en réalité, quand on sait qu'il y a une grosse tension dans l'industrie sur l'attractivité de la profession, sur le recrutement, sur la fidélisation, mais en fait, moi, j'entends souvent les experts comptables qui disent « mais j'ai pas besoin de clients, en fait. J'ai besoin d'avoir des gens. » Donc, en fait, ça doit être le sujet prioritaire. Le sujet numéro 1, c'est de pouvoir s'occuper des gens. Parce que ça, c'est s'occuper des gens, c'est perdre du temps pour en gagner. En fait, monter un process en place, on a une espèce de friction. Parce que si on commence à réfléchir à toutes les tâches que l'on doit mener pour que ça fonctionne, on le met sous le tapis. Et puis, on se dit, vas-y, on va traiter l'urgent. L'urgent, c'est de répondre aux clients. Mais donc, du coup, en fait, tu pourras jamais t'en sortir si tu crées un cabinet focalisé sur la satisfaction client, tu restes concentré sur tes clients, tu veux pas qu'ils te tapent sur la figure. En fait, il faut prendre moins de clients. Il faut accepter qu'à un moment donné, tu vas perdre de l'argent ou tu vas pas en gagner beaucoup et tu dois t'occuper des collaborateurs. Parce que les collaborateurs, c'est ceux-là qui vont te permettre à toi de développer ton cabinet. Imagine, t'arrives à cloner l'expert comptable. Imagine, t'arrives à le cloner et tu fais des mini-mois. Si tu fais des mini-mois comme, je me rappelle plus c'est quoi comme film, ça. Mais tu fais des mini-toits, ces mini-toits, ils peuvent assurer la partie technique, assurer le service client. Pourquoi pas créer du revenu supplémentaire s'ils ont l'approche de vendre des missions supplémentaires aux clients, etc. Si tu arrives à faire ça, mais du coup, ça demande un engagement parce qu'il faut que tu leur montres tout. Et donc, il faut accepter de perdre. Et chez les Geeks des Chiffres, on s'est lancé en 2019. Si je te raconte mon histoire, moi, à l'époque, quand même, j'ai pas tout raconté, mais j'ai entrepris en 2014. J'ai eu plusieurs phases dans l'entrepreneuriat. Ça a bien marché. À un moment donné, j'ai dû vendre ma voiture pour payer l'URSSAF. J'avais plus rien. J'étais à 2 mois de dépôt le bilan. On avait des salariés. On a dû tout arrêter. J'ai eu cette stratégie-là. Tu sais, la stratégie où tu t'occupes pas des sujets prioritaires et puis t'essayes. Voilà, ça te mène à quoi, en fait? Quand je suis arrivé en 2019, je me suis dit, je vais être un artisan de l'entrepreneuriat. Tu vois, je vais monter brique par brique. Et puis, ça devra prendre le temps que ça prend. Mais par contre, je savais très bien que la disette, je crois qu'il y a une sagesse religieuse, je sais pas ça vient d'où, mais il y a les 7 années de vaches grasses et les 7 années de vaches maigres, tu vois. Et donc, moi, je me suis dit, si tu veux faire un projet qui a du sens et avoir un impact dans la vie des gens et créer un truc fort, il va falloir passer par 7 années, entre guillemets, de vaches maigres. Tu gagnes pas ta vie. Tu manges des pâtes et puis tu galères. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, un jour, tu passeras un petit switch et tu pourras te permettre, tu auras le fruit de ton travail. Nous, c'est ce qui s'est passé chez les Geeks des Chiffres. On a vraiment galéré. Et puis là, par exemple, on a sorti un livre où on a stoppé, on s'est arrêté et puis on s'est concentré sur la rédaction du bouquin. Et donc, c'est parce qu'on avait travaillé en amont qui nous a permis de créer des systèmes, des process qui fait que toutes tes actions, elles sont scalables au maximum. Elles sont processées, qui fait que tu peux te dégager du temps pour faire des projets. Donc, si je reviens un peu sur sur la question, moi, si j'étais expert comptable, c'est plutôt comme ça que je le prendrais. Qu'est-ce que je ferais jour numéro 1? Déjà, je poserais la culture de la boîte. Mais je la poserais vraiment, et là, je ferais une espèce de phase d'introspection.
je vais aller fouiller en moi-même qui je suis. Quels sont les éléments qui sont importants. En gros, j'ai même presque envie de te dire, demain, si je meurs, je voudrais qu'on retienne quoi de moi? Je voudrais que les gens ils disent quoi de moi? Ou ils me voient et me perçoivent comment? Et ça, c'est un travail qui est sous-coté. Je sais même pas si je l'ai dit au début de la présentation, mais Les Geeks des Chiffres, c'est aussi un podcast. Et on a interviewé plein de gens. Et j'ai la tristesse de voir dans les chiffres, il y a une masterclass que j'ai faite qui est une des moins écoutées. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. C'est la culture design, le développement de la culture d'entreprise. Pourquoi? C'est la première chose qu'on doit faire. Parce que mettre en place une culture, c'est avoir un socle de discussion commun envers les individus, commun envers les fournisseurs, les clients et les gens qui sont dans la boîte. Et donc, si les gens qui sont dans la boîte rejoignent le cabinet pour la valeur et la culture du cabinet, alors là, déjà, tu as un outil de fidélisation qui est incroyable. Parce que les gens, ils vont te rejoindre pour la bonne raison. Ouais, c'est ton guide, en fait, de poursuivre et dire, voilà, c'est mon plan, je le suis, ainsi de suite. Et je vais aller à l'encontre. Toi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a des experts qui disent, on a toujours délivré de la compta, donc c'est ça mon mindset, c'est de faire de la compta, et puis c'est comme ça, point. Eh ben, c'est sa culture. Eh ben, tant mieux. Au moins, s'il l'assume et il la market fort, eh bien, peut-être, et moi, je vois bien, il y a certains étudiants, quand tu les bouscules un peu, je leur dis, ouais, faut aller plus vers de l'analyse, faut aller plus dans le développement de la culture business. Ça les intéresse pas. Eux, ils veulent faire de la compta. Eh ben, en ayant un discours, moi, mon objectif, c'est de faire de la compta, point final. Bon, moi, je pense que, t'as des soucis à se faire, mais en tout cas, tu pourras sensibiliser qu'il y a des gens qui veulent faire que de la compta. Et du coup, le match, il va se faire bien. Parce que si tu m'envoies, moi, un mec comme moi dans un cabinet où je dois faire que de la compta, moi, tu vas me garder une demi-journée. Par contre, si tu me demandes de faire, de gérer un portefeuille de clients, de pouvoir le développer, de pouvoir le marketer, de pouvoir le processer, là, tu vas me faire kiffer, tu vois. Pendant que tu parlais tout à l'heure, je repensais à quelque chose, c'était de Steve Jobs qui disait, moi, j'embauche pas les meilleurs pour leur apprendre, j'embauche les meilleurs pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Ouais, c'est clair. En fonction de ta vision, de ta perception, déjà, tu crées une espèce de base commune. Je te donne un exemple quand même pour plutôt visualiser ça, parce que dire, ouais, vas-y, crée une culture, c'est pas des mots bullshit sur les murs, genre l'excellence, le travail. En fait, si tu l'écris, concrètement, comment ça se matérialise dans la vraie vie. Nous, par exemple, chez Guide des Chiffres, on a 6 valeurs. Et dans les 6 valeurs, il y a une valeur qui est l'ambition. Et dans l'ambition, c'est quoi? Là, je peux te lire texto, tu vois. On voit grand et on n'a pas peur de se fixer des objectifs inatteignables dans le but de nous dépasser. Donc, dans cette phrase, elle est très importante parce que je te dis que je suis ambitieux. Pourquoi? Parce que nous, on a envie de créer quelque chose de fort parce que ça nous stimule. On est stimulé par aller toujours chercher une marche supplémentaire. Et quand je te dis on voit grand et qu'on n'a pas peur de se fixer des objectifs inatteignables, quelqu'un qui vient dans la boîte et qui veut des objectifs smart, il va se prendre une claque dans la figure. Parce qu'il dit, c'est des fous. C'est-à-dire que quand je parle du livre, par exemple, et du nombre d'exemplaires que je veux vendre à l'éditeur et que je veux mettre dans les mains de chaque étudiant, mais je lui dis pas le chiffre parce qu'il va me prendre pour un fou, en fait. Il va dire, mais ça s'est jamais fait. Mais dans ma tête, je suis loin. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que comme t'as pas de comparable, l'éditeur, il a dit, mais non, en fait, on l'a jamais fait, ça. Tu vois, c'est pas possible. Moi, dans ma tête, je me dis, mais je m'en fous, je vais me fixer un objectif qui est fort. Et donc, quand tu vois, par exemple, au niveau du lancement, eh bien, on dépasse tous les objectifs que eux, ils ont pu imaginer, tu vois. Mais donc, ça se traduit comme ça. Donc, dans la culture, les guides des chiffres, quand je te parle d'ambition, eh bien, l'ambition, c'est toujours plus loin et toujours plus. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Le principal, c'est qu'on s'est tous donné les moyens de pouvoir le faire. Après, je peux te donner un autre exemple, c'est la transparence radicale. Nous, chez Guide des Chiffres, on va toujours dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais avec bienveillance. Et l'objectif, c'est toujours de faire des feedbacks qui soient constructifs, honnêtes et bienveillants. Mais parfois, des fois, peut-être on peut blesser, on est imparfait, tu vois. Et ça, on explique ça aux gens. Et donc, quand les gens ils viennent chez les Guides des Chiffres, peu importe qui, que ce soit en prestat ou en interne, on recrute, eh bien, la personne, elle sait ça. Et elle est cliente, elle veut. Et celle qui ça n'intéresse pas, eh bien, ça filtre. Et je pense qu'un des éléments de fidélisation les plus importants, c'est pouvoir poser les valeurs et les matérialiser concrètement dans la boîte. Et donc, transparence radicale. Par exemple, nous, on a dû se séparer d'une personne chez les Guides des Chiffres. Eh bien, on a vu rapidement qu'au niveau de la culture, il y avait des choses qui allaient et des choses qui n'allaient pas. Et dans ce qui n'allait pas, eh bien,
ces objectifs inatteignables, c'était trop pour cette personne, tu vois, c'était un peu stressant, etc. Et donc, nous, on a été obligés de transparent à chaque fois en disant, voilà, c'est bizarre, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça nous inquiète. Et en fait, tu es toujours dans la communication. Et la personne, elle le prend pas du tout mal, elle est complètement consciente. Et donc, pour moi, ça c'est un vrai outil. Déjà, un vrai premier outil très, très important. Maintenant, quant à la culture, tu sais quel discours tenir dans tes annonces d'emploi, tes annonces de recrutement, dans ton process de recrutement, dans ta communication avec une personne. Moi, ça me rend fou chaque fois sur les réseaux sociaux. Tu vois la feuille liste, cherche collaborateur, Bac+5, voilà ce que j'aurais à faire. Même, je l'ai fait, mais moi, ça me fait pas rêver, mais pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses? C'est clair. C'est clair. En fait, le truc, c'est que si tu as la culture qui est claire, tu vas avoir une annonce où tu vas réussir à parler aux gens de manière très précise. Et en fait, quand quelqu'un va lire, tu sais, c'est du marketing en fait. Tu vois, lire une annonce, on a besoin de se projeter. S'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a rien, mais ça donne pas envie. Donc, avec des mauvaises annonces, tu vas avoir des mauvais candidats. Et avoir des mauvais candidats, c'est avoir une mauvaise boîte. Parce qu'avec des gens exceptionnels, tu fais une boîte exceptionnelle. Et avec des gens moyens, tu fais une boîte moyenne ou alors tu fais une boîte qui est difficile, toi, en tant que manager. C'est compliqué. Donc, faire une annonce très, très, très détaillée, très précise, très illustrée. Et ça, il faut, pour savoir comment on fait une annonce qui peut répondre à ça, soit on se fait accompagner par des professionnels, mais là, c'est un mix de professionnels du recrutement, mais aussi un mix de marketeurs, de copywriters, tu vois, pour donner envie aussi aux gens de postuler. Faire ce travail-là en amont, il est très important parce que bien fait, on aura certainement moins de candidats, mais des candidats qui fitent plus dans la culture de la boîte. Et ça, c'est déjà un truc très bien. Ensuite, pour calibrer la fidélisation, c'est qu'il faut un process de recrutement qui soit très cadré. Le cadre, on est quand même dans une population de chiffres qui aime les normes, les règles. Et donc, les normes et les règles, quand le process de recrutement il est cadré, ça rassure les gens. Et donc, quand on est rassuré, on a le besoin de sécurité là qui est tranquille et donc on est à l'aise. Donc, pour nous, on dit, OK, ce cabinet ou cette boîte, elle a des process qui nous rassurent et on sait que si on va dedans, on peut sous-entendre dans notre esprit que ça va pas être à l'arrache et qu'on va être abandonné avec nos dossiers et complètement morts. Naturellement, il faut, à mon avis, un process de recrutement qui soit très, très dur. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vaut mieux un trou dans son équipe qu'un trou du je sais pas quoi dans son équipe. Tu vois? Exactement. Donc, vaut mieux rater un bon recrutement que d'en faire un mauvais. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Parce que ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. Mais en même temps, si tu fais un mauvais recrutement, après, tu vas apprendre pour la suite. C'est toujours un feedback positif du terrain. Tu fais un bon processus de recrutement, très détaillé. Tu vas challenger les gens, un peu sur la partie technique par rapport à ce que tu recherches naturellement, mais il faut un peu les pousser sur savoir qui sont les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que c'est des gens que tu vas collaborer. Exactement, les gens avec lesquels tu vas collaborer. Et il ne faut pas hésiter à leur poser des questions sur la résolution de problèmes, sur les soft skills, en fait, plutôt dans telle situation, qu'est-ce que la personne ferait? Si la personne, a un problème de, je sais pas moi, avec un client qui est pas content parce que il a un contrôle fiscal et il a redressé 60 000 €, comment toi, tu réagis dans cette situation? Au moins, tu me poses des éléments concrets pour voir un peu comment la personne, elle va réfléchir un peu sur le vif du sujet, tu vois. Complètement d'accord avec toi parce que du coup, c'est les soft skills qu'on va voir en premier. 3/4 de nos clients, c'est des TPE, PME. Ils ne maîtrisent pas forcément la comptabilité. Par contre, ce qu'ils vont juger à chaque fois, c'est « Tiens, la secrétaire, elle sourit, elle nous offre le café. Tiens, il répond tout le temps le collaborateur. Tiens, il fait pas la tronche. Tiens, il m'a aidé à accompagner pendant la période fiscale. » Donc, tous ces points-là, en fait, on les juge pas en fait avec notre diplôme. Et pourtant, c'est ceux-là qu'on recherche derrière. T'es d'accord avec moi? Carrément. Là, il y a aucun sujet là-dessus. Je pense que quelqu'un de chez Lama Conta, elle s'appelle Judy, une étudiante très, très brillante en master CCA, qui me disait les soft skills, c'est le joker. Et donc, je dis, ce mot-là, je vais le reprendre. Parce que le joker, je trouve que c'est très intéressant comme carte à jouer. Parce que celle-là, elle montre quelque chose de différent plutôt qu'un aspect technique. Normalement, l'aspect technique, bon, si t'as un DCG, là, t'es réglé. Si t'as un BTSCG, bon, ça peut le faire aussi. Si t'as un DSCG, bon, là, t'es dans le game, quoi, sans aucun problème. Et Master CCR, on vous oublie pas naturellement. Donc, ça, c'est une première approche. Ensuite, bon, je vais essayer de faire un peu plus synthétique quand même, Florian. Ensuite, il y a vraiment la phase d'onboarding. La phase d'onboarding, c'est la première rencontre avec le cabinet, parce que dans l'entretien, ça peut être un peu dur, ça peut être, je sais pas quoi, mais la phase d'onboarding est très importante. Quand la personne, elle vient, elle doit être attendue
et accueilli comme un invité. Parce que je me rappelle, à titre perso, j'ai bossé en cabinet. Le premier jour où je suis arrivé, l'expert comptable il est arrivé 30 minutes en retard. D'accord ? J'avais pas de bureau attitré. Il m'a donné un ordinateur tout pourri qui marchait pas et qui était super lent. J'avais pas d'adresse mail. Bref, c'était une catastrophe. J'ai détesté cette expérience. L'expert comptable était très gentil. Lui était très sympa. Tu le mets hors de son cabinet, tu l'enlèves manager de son cabinet, c'est un mec en or. Mais alors en termes de management, laisse tomber quoi. Tu vois, ça n'allait pas. Et donc tout le monde se plaignait de ça, pas de lui, mais de son management. Et donc l'expérience elle est horrible. Et donc t'arrives. L'onboarding, il est éclaté. L'onboarding doit être calibré en plusieurs étapes, tu vois. Les gens, ils doivent... En réalité, l'onboarding, il va servir à répondre à toutes les questions des gens par anticipation. Les horaires, l'organisation du travail, les outils, les gens, la maladie, les vacances, les tickets resto. Chez les guides des chiffres, on a un Notion pour ça. C'est-à-dire que tu as un Notion, tu as tout. Tu vas dedans et tu as toutes les informations. Mais naturellement, en phase d'onboarding, tu vas les suivre. Et un outil qui est fabuleux, c'est aussi de proposer quand même un plan de carrière pour les gens et les projeter sur l'avenir. On a besoin de comprendre ce qu'on peut amener, comment on va évoluer dans le temps. Et ça, c'est un point très important. Et il y a aussi un outil qui est fabuleux qu'on appelle les one-to-one, les rendez-vous un à un. En management, c'est très puissant parce que ça te permet de célébrer, pas de célébrer, mais à des intervalles régulier, ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Moi, je pense que toutes les 2 semaines, ça peut être assez cool parce que ça permet de garder un peu de lien avec les collabs du cabinet. C'est pas un truc formel, on parle pas salaire, etc. Mais le bon manager, et le bon leader, il doit aider les gens à atteindre leurs propres objectifs. Et il doit pas faire que il aide à atteindre son propre objectif. Parce que si les gens atteignent leurs objectifs, eh bien, par effet ricochet, l'expert comptable, il atteindra aussi son objectif. Et donc, ça, c'est très puissant. Donc, one-to-one, c'est simple. C'est une trame je dirais en 4 étapes. La première étape, ça pourrait être, raconte-moi un peu ta météo du jour, comment tu te sens, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Raconte-moi un peu ton émotion, parce qu'on veut creuser un peu pour savoir comment les gens, ils se passent. On analyse les objectifs de la semaine passée. Tu vois, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qu'on a obtenu. Si on a obtenu les trucs, eh bien, comment on peut les obtenir encore mieux. Si on les a pas obtenus, on essaye d'expliquer pourquoi. Et puis, on fait des feedbacks, à la fois feedback négatif, feedback positif. Feedback positif, tu vas impulser sur quelque chose de bien qu'une personne fait pour qu'elle accroît encore cette partie-là. Et puis, le feedback négatif, tu dis, voilà, cette partie-là, voilà ce que moi, j'en ai pensé. Attention, faut pas dire c'est pas bien. Là, t'as foutu n'importe quoi. Il faut dire je crois, je pense, j'estime. Tu vois, il faut pas que on soit vraiment dans la critique. Il faut être plus intelligent que ça. Parce que si on est en position plutôt basse et bienveillante envers les gens, eh bien les gens ils seront plus enclins à mieux réfléchir pour trouver des propres solutions plutôt que si tu le brides et tu l'allumes quoi. Et après il va avoir peur. C'est vraiment de la psychologie, c'est de la relation humaine importante. Donc tu fais un feedback négatif et tu dis voilà sur tel élément, voilà ce que je pense, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'améliorer. Après tu fixes les objectifs de la semaine passée, de la semaine suivante, et puis après tu te positionnes en tant que coach. Comment toi, tu peux faire pour aider la personne à résoudre un problème sur un sujet précis, par exemple. Et si tu as ce lien de confiance avec quelqu'un, eh bien, tu vas pouvoir avoir toujours le pouls, tu vas pouvoir sentir toujours le poumon de ton équipe de semaine en semaine, de mois en mois. Tu pourras résoudre les problèmes instantanément. Et quelqu'un qui est accompagné d'une personne qui veut la faire progresser, eh bien, soit elle va être extrêmement reconnaissante et elle va aller à fond et elle sera super fidèle. Ou au contraire, si tu vois que la personne, elle est un peu roublarde, un peu bizarre et qui a fait des trucs un peu à l'arrache, tu le verras dans les one-to-one et tu pourras l'évincer très vite parce que dans la team, il faut que des gens à 100%, sinon ça va pas. Comme tu l'as dit, il faut avoir le même objectif. Et moi, c'est mon avis personnel, c'est que quand tu fais un onboarding parfait pour le client, il faut proposer la même chose pour ton collaborateur parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qu'on va dégainer pour un collaborateur, il faut avoir la même chose pour le client et vice-versa. Pour avoir en fait une expérience client, utilisateur, collaborateur qui soit pareil. Et comme ça, tu vas exceller, quoi. Et là, ce que tu dis, c'est parfait parce que des gens bien accompagnés. Donc, comme j'ai dit au début, les experts comptables, il y en a beaucoup qui me disent j'ai pas besoin de clients supplémentaires parce que je sais pas les gérer. Donc, si tu as bien calibré tes collabs, eh bien après, tu vas pouvoir faire une expérience client qui va être top. Et dans la mission du cabinet, ça reste quand même une mission commerciale, mais tu vas pouvoir faire une expérience client qui va être top. Et dans la mission du cabinet, ça reste quand même une mission commerciale, mais tu vas pouvoir faire une expérience client qui va être top. Et dans la mission du cabinet, ça reste quand même une mission commerciale, mais tu vas pouvoir faire une expérience client qui va être top. Et dans la mission du cabinet, ça reste quand même une mission commerciale, mais tu vas pouvoir faire une expérience client qui va être top.
en même temps, tu vas mesurer la qualité de ton travail par le feedback des clients. Donc, si les clients sont contents, eh ben, les collabs, ils seront contents. Si les collabs, ils sont contents, ils vont faire un travail de meilleure qualité. S'ils font un travail de meilleure qualité, ça aura une résonance positive sur le client. Et en fait, c'est un espèce de cercle vertueux très positif qui va s'auto-nourrir. Et l'expert comptable, il n'aura pas fait 8 ans d'études pour saisir des écritures ou faire une obligation légale d'envoyer une liasse. Il trouvera un sens incroyable à son métier. Et je pense que c'est comme ça que tout expert comptable doit voir son métier, parce que bac plus 8, enfin 5 ans plus 3 ans de stage, c'est un haut niveau. Les experts comptables sont des gens intelligents. On n'arrive pas à ce niveau-là en étant sorti de nulle part. Et je pense qu'il y a quelques corrections à faire, mais il y a une vraie possibilité là-dessus. Et là, j'alerte un peu vite fait les collabs. Dans la vie, tout est cyclique. Et donc, tout va et tout vient. Aujourd'hui, c'est les collabs qui ont le marché de l'emploi entre les mains. Mais demain, si l'expert comptable, en tout cas, fait quelques petites actions que j'ai pu apporter juste avant, son cabinet deviendra très, très attractif. Mais du coup, il prendra que les meilleurs. Et donc, ceux qui sont un peu plan-plan, eh ben, ils iront pas dans les très bons cabinets. Il faut que tout le monde ait une stratégie. Le collab, l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, je te remercie pour cette question-là sur tout le recrutement. Maintenant, je vais avoir ta vision. Enfin, c'était la référence, tu l'as dit, francophone, sur tout ce qui était YouTube, comptabilité. Vous êtes partis tous les deux avec Soumaya au début chez toi, si je ne me trompe pas, pour lancer l'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner des astuces marketing à partager pour un cabinet qui, il est à écouter, dit hey, je me lance dans le marketing, je suis le premier jour, qu'est-ce que je fais? Déjà, il y a plusieurs typologies de marketing. Je pense qu'il y a le marketing, c'est en fonction de plusieurs objectifs. En fait, il faut un peu voir quel est l'objectif prioritaire du cabinet. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de trouver une astuce marketing pour résoudre un besoin prioritaire chez moi. Donc, par exemple, si je voudrais recruter et que je voudrais développer la marque employeur, eh bien, je travaillerais plutôt sur ce sujet-là, en fait. Et donc, moi, je suis très partisan du contenu très éducatif dans le marketing. Ça veut dire que je prendrais un média, quel qu'il soit. Il faut prendre un média sur lequel on a de l'appétence et sur lequel on est le plus à l'aise possible. Si la vidéo, eh bien, c'est incroyable, alors il faut y aller. Tu peux regarder, il y a des experts comptables dans la profession. Si tu regardes Patrick Maurice de Doug's Compta, si tu regardes l'expertcomptable.com, ils sont très bons sur la partie vidéo et ils ont cette vraie qualité. Je pense que cette force, eux, ils la développent, ils la poussent. Ça, c'est très bien dans leurs termes de marketing. Mais tu sens qu'ils sont à l'aise là-dedans. Donc ça, c'est très bien. Si tu prends des gens comme, par exemple, toi, t'es bon dans le podcast. Si tu prends t'as vu avec ton comptable Olivier Den, eh ben ils ont développé un peu plus la partie podcast aussi chez eux, peut-être un peu moins vidéo, ou alors j'ai pas tout creusé. Et je trouve qu'il faut aller chercher le canal sur lequel on est le plus à l'aise. Ça peut être LinkedIn, ça peut être un blog, ça peut être un compte TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être un Telegram, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, un canal pour parler d'un sujet précis. Et moi, je pense que le contenu éducatif, il a beaucoup de valeur parce qu'il montre l'expertise. Il montre ce que la personne propose. Et je pense que dans le cabinet, alors c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'experts comptables qui parlent et qui montrent un peu l'envers du décor. Mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Et donc, il y en a beaucoup qui doivent prendre la parole sur des sujets humains pour recruter. Donc ça, ce serait plus cette partie-là que moi, je travaillerais. Et sur des sujets techniques pour aussi montrer beaucoup d'expertise pour des clients qui auraient des besoins pour avoir un expert comptable. Et si l'expert comptable montre de l'expertise, et là, j'invite tout le monde à regarder Laura Belaïch sur LinkedIn qui fait des choses très, très bien. Et donc, elle a cette vision, elle apporte vraiment de la valeur, tu vois, plutôt sur la partie technique dans ses posts LinkedIn. Et donc, du coup, elle peut avoir aussi des clients par ce canal-là. Donc, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais... Si, mais justement, je vais te challenger. Parce que j'ai beaucoup d'experts qui me disent, ouais, mais si je donne toute la valeur, il a plus besoin de moi. Donc, ça sert strictement à rien et moi, je perds de l'argent. Ouais, mais en fait, en gros, ça, c'est n'importe quoi. Ça, je pense qu'il faut surtout pas penser comme ça. Plus tu vas en donner et plus tu vas en recevoir. Alors, tu auras toujours des gratteurs. C'est normal. Mais c'est une partie infime. Parce que, en fait, si tu résous des vrais problèmes avec du contenu gratuit et de manière très forte, déjà, tu aides vraiment les gens, déjà. Déjà, tu les aides gratuitement. Et en même temps, tu montres une vraie expertise dans un contenu gratuit. Donc, quand je discute avec des créateurs de contenu qui fonctionnent bien, ils ne font jamais de rétention d'informations. Leur contenu gratuit, il est généralement incroyable. Et ils cartonnent. Et donc, ils ont des millions d'abonnés sur les réseaux, des milliers
des millions de vues, ils ont des médias qui cartonnent, et la rétention d'informations, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je pense que ces créateurs, ils gagnent même certainement beaucoup plus que des experts comptables qui travaillent 70 heures par semaine, quoi. Et par contre, ils font zéro rétention d'informations, tu vois. Donc, je pense qu'il faut avoir le juste équilibre entre résoudre un problème de quelqu'un et la personne, si elle voit, eh ben, elle aura envie d'aller plus. Après, tu sais, un entrepreneur, il a rarement envie de créer sa boîte pour assurer tout ça. Lui, il veut développer son business, aller chercher des clients, recruter, innover, investir, gagner plus d'argent, avoir un impact sur le monde. Ça dépend de sa motivation personnelle. Et globalement, tout ce qui est juridique, administratif, patrimonial, s'il en sait un peu, c'est bien, tu l'as éduqué, mais globalement, il va le déléguer. Et donc, l'expert comptable, il a une opportunité, genre, elle est incroyable. Purée, moi, si je serais expert comptable aujourd'hui, mais si je ferais un cabinet, mais ce serait une folie, je t'assure. Ce serait une folie. Mais t'as complètement raison. Il y a un mot qui revient tout le temps, et enfin, tous les experts l'ont, n'importe quel chef d'entreprise. Ce mot-là, c'est le temps. On n'a pas le temps. Jamais le temps. Donc, en donnant toutes les infos, là, il va voir qu'en fait, vous êtes hyper compétent. Il va dire, allez, je délègue, je te donne tout, ça va rouler. Donc, il faut pas faire de rétention. Moi, je suis d'accord. En tout cas, si je prends notre propre expérience personnelle chez les guides des chiffres, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait de rétention d'informations. Et dans notre compte de résultats, la partie marketing, il y a 0 € de budget marketing. En fait, le budget marketing, c'est quoi? C'est notre coût pour produire du contenu. Et voilà, et on a réussi à former plus de 6500, enfin 7000 maintenant, étudiants au DCG avec cette stratégie-là. Acquisition, 100% organique. On a réussi à avoir des sponsors sur le podcast sans aller les chercher. C'est eux qui sont venus juste en apportant toujours de la valeur et toujours plus, en fait. Mais en plus, on est sur des choses intellectuelles. C'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. C'est le fait qu'on est bon. Par contre, moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients, et toi, c'est ce que tu présentais. C'est qu'à chaque fois, il faut dire, bon voilà, je vends pas que de la compta. Il faut vraiment que je me mette en mode... certains confrères n'aiment pas, mais qu'on utilise le mot spécialiste. Je sois le meilleur, par exemple, sur le patrimonial. Et je vais communiquer à fond là-dessus. Ou sur l'agriculture, ou sur... un autre domaine, mais on peut pas parler à tout le monde, sinon ça va être fade. Ça, c'est très important parce qu'il faut vraiment choisir ses batailles. Avoir un discours lisse, généraliste, ça peut plus marcher avec tout le contenu qu'on a aujourd'hui. Tu vois, un profil généraliste, c'est un mec moyen, quoi, ou une fille moyenne, tu vois. Mais un super spécialiste, eh bien, je pense qu'il a tout à gagner à faire ça. Et puis, d'ailleurs, j'avais rencontré un expert comptable au congrès l'année dernière. Lui, il était spécialisé que pour une niche marché dans les médecins, une profession très spécifique. Et lui, il faisait que ça. Il n'a même pas besoin de faire de marketing parce que même dans son réseau proche, eh bien, le bouche à oreille, il est mémorable. Et donc, je trouvais ça fort, en fait. J'aimais bien. Et toi, tu peux dire, vas-y, je vais pas faire du contenu que sur la médecine, enfin, sur les ostéopathes ou les kinés ou j'en sais rien, tu vois. Eh ben, si. Lui, il était spécialisé là-dedans et la niche marché, c'est très important. Tu peux te diversifier avec le temps par la suite. Mais il y a tellement de choses en plus à dire sur certaines niches que toi, tu es un spécialiste du contenu aussi. Tu vois que si on parlait toute la compta, c'est compliqué. Donc, on va peut-être commencer par une petite taille dans un domaine, à avoir toute cette partie-là, tout ce penchant-là, avant d'attaquer autre chose pour être plus crédible. Ouais, et par contre, je vais vraiment te donner un autre conseil qui est très important. Je pense que les gens, ils doivent pas non plus... tu vois, moi, sur les guides des chiffres, il y a des choses qui marchent très bien, mais il y a des choses qui marchent beaucoup moins bien, mais c'est parce que j'ai envie de le faire, en fait. Mais je sais que je dois pas le faire, mais j'ai juste envie de le faire parce que je pense que ça peut aider, tu vois. Mais des fois, j'aurais tout intérêt à faire autre chose, hein, tu vois. J'aurais tout intérêt à faire si je veux faire un contenu vraiment qui marche à 50, 100 000 vues, je sais le faire, hein, mais souvent, je le fais pas parce que, en fait, j'ai pas envie que quand les gens ils vont aller sur mon contenu, ils perdent du temps. J'ai vraiment envie de résoudre des problèmes. J'ai pas envie de les divertir, moi. J'ai envie de les divertir. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, tu vois. moi, je suis pas là pour apprendre des trucs, tu vois. Et en plus, il y a une chose importante, c'est le plaisir. C'est ce qui va te faire durer, en fait. Bah, c'est ça. Si tu fais des choses qui te plaisent pas, au bout d'un moment, t'as plus envie d'y aller. Carrément. Donc, il faut que ça plaise. Des fois, oui, ça marche pas très bien. Tant pis, mais au moins, je l'ai fait. Et ça marchera peut-être un peu plus tard. C'est que c'était pas le bon moment. Carrément. Allez, on part sur une autre question. T'as une petite structure et pourtant, vous êtes des monstres de la productivité. Comment tu t'organises pour être aussi performant? J'ai découvert la productivité en 2019. Ça a changé ma vie. Parce que j'étais un homme toujours frustré, moi. J'avais le sentiment de jamais avoir le temps. Et donc, je vivais toujours dans une frustration permanente. Et j'avais deux démons en moi. Il y a ce que je peux faire et ce que je veux faire.
Et ces deux individus, en moi, ils se bagarrent tout le temps. Parce que ce que tu veux n'a pas de limite. Par contre, ce que tu peux a certaines limites. Donc déjà, un des points très importants sur la productivité, je pense qu'il faut déjà ôter la frustration et de pouvoir apprécier ce que tu fais chaque jour, apprécier le chemin et pouvoir lâcher prise sur certaines choses que tu voudrais faire mais que tu ne peux pas. Ce qui me permet aussi d'être et ce qui me permet d'avoir beaucoup de productivité, c'est que j'ai 2 enfants. Ces 2 enfants, eh bien, j'ai envie de les ramener à l'école. J'ai envie d'aller les chercher aussi à l'école. Donc moi, quand je pars du bureau, il est maximum 17h15, tu vois. Et je veux pouvoir avoir cette possibilité d'aller les chercher. Je veux aussi pouvoir donner la flexibilité de faire que parfois ils aillent pas au centre de loisirs. Parfois, pendant les vacances scolaires, j'ai pas besoin qu'ils y aillent tout le temps. Et ce travail-là, eh bien, il a un impact très positif parce que dans ta journée, tu dois un peu, tu vois, il faut que tu fasses à tes 2 démons, là. Tu vois, il faut que tu fasses attention à tes 2 petits démons, tu vois. Il faut que tu arrives quand même à les contenter, tu vois. Il y a ce que tu veux et ce que tu peux faire, mais il faut que tu arrives à contenter quand même celui qui veut faire plein de choses, tu vois. Donc, ça, c'est une première chose. Mon temps, il est super borné. Et donc, il y a la loi de Parkinson, tu vois, genre en mode, tu dois faire un truc dans un temps très précis. Et donc, ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup aidé d'avoir cette, entre guillemets, contrainte familiale qui est super positive pour mon équilibre personnel et pour le lien que je peux avoir avec mes enfants. Donc ça, c'est important. Je veux aussi me donner l'opportunité de pouvoir jamais travailler le vendredi après-midi parce que c'est la fin de la semaine et je suis fatigué et j'ai plus envie de travailler. Donc moi, en gros, mon rythme de travail, c'est du lundi au vendredi midi avec des horaires un peu très flexibles. Mais en tout cas, je travaille jamais après 18h15, 17h15. Enfin, sauf si je fais des vocaux sur LinkedIn pour répondre à quelques personnes en commentaire avec mon téléphone. Quoique, j'essaie quand même de laisser mon téléphone pro au bureau le soir pour pas l'avoir à la maison. Comme ça, je reste tranquille. Ensuite, un autre sujet qui me permet d'être bon dans la productivité, Florian, c'est je choisis mes batailles. Je choisis clairement mes batailles. Ça veut dire que je ne fais que ce qui a le plus d'impact et le plus de valeur pour chaque projet qu'on va mener. Donc, je préfère taper 100 fois dans un même clou que dans 100 clous différents, une seule fois. Donc, si tu tapes 100 fois dans un seul truc, tu vas vraiment taper dessus à mort et tu vas pouvoir l'enfoncer. Le syndrome de l'objet brillant, moi, je l'ai pas. Je l'avais beaucoup avant. Et donc, c'était infernal pour moi. Toujours, j'avais une idée, j'ai envie d'y aller. Maintenant, je fais plus ça. Et j'arrête de mes démons et je suis très froid, en fait, dans mon approche, en mode, je dois faire ça. Point à la ligne. Et quand je l'aurai fait, je serai très content. Et ça, c'est un des points importants. Je refuse tout. En fait, je refuse tout. Ça veut dire que toutes les distractions, tous les calls, tous les rendez-vous, tous les cafés, tous les déjeuners, je fais jamais, en fait. Là, j'en ai pris un petit peu. Là, on est en train de tourner au mois de juillet. Là, je l'ai fait exceptionnellement, mais je refuse tout le temps. Parce que moi, j'ai une mission. Et dans ma mission, voilà, on l'a écrit dans la culture, dans la vision, c'est d'aider les gens et d'avoir un impact dans les gens de notre industrie. Et donc, tout ce qui me détourne de ça, eh bien, je dois pas le faire. Donc, même si c'est un kiff, je dois pas le faire. Mais t'as pas peur de passer à côté peut-être d'une opportunité qui pourrait te permettre pour ton école, non? C'est pas grave. En fait, justement, ça veut dire que quand je vais analyser si cette opportunité, elle rentre dans le cadre de la vision, elle rentre dans le cadre du projet pour m'aider à avoir un impact dans les gens de cette industrie. C'est-à-dire que tout ce qui va à côté, eh ben, ça va me détourner, en fait, de l'objectif et du projet. Donc, si ça me détourne, ça va me faire perdre du temps. Et cette perte de temps, eh bien, elle va pas contribuer à la mission que moi, je me suis fixée. Et en fait, pour moi, c'est facile, en fait, de faire ça. Parce que je kiffe, en fait. J'adore aider ces jeunes à avoir un mindset et avoir des compétences. Et j'aime bien toujours le dire dans mes intros YouTube, devenir un profil inarrêtable, tu vois. Genre, ils sont chauds, quoi. Genre, ils arrivent et ils cassent tout, tu vois. Sur un autre angle productivité, est-ce que, elle est pas là, Soumaya, mais est-ce qu'elle a une vision différente ou vous êtes vraiment focus pareil là? Ça a été réfléchi tous les deux, vous voyez? Alors, Soumaya, elle se dit, elle déteste ses objectifs à long terme. Ça, elle, c'est un objectif par jour. Elle, ça la stresse plutôt. Il y a des gens, tu vas leur mettre un cadre et un plan, ça va les stresser, et d'autres, ça va les rassurer. Elle, tu lui mets un cadre, un plan, ça la stresse. Par contre, Soumaya, quand chaque jour, elle vient, elle dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? 20% de tâches qui rapportent 80% de valeur. Elle n'est pas beaucoup dans la quantité, mais plus dans l'intensité et uniquement sur les choses qui comptent. Donc, c'est une approche, on va dire que c'est une approche à peu près similaire
Sauf que Soumaya va aussi beaucoup écouter ses émotions. Moi, je le fais aussi maintenant, plus. Si je suis fatigué, je me dis, bah vas-y, laisse tomber, travaille pas et va te reposer, tu vois. Parce que de toute façon, si t'es fatigué et que tu travailles, bah de toute façon, ton temps, tu sers à rien, quoi. Tu vois, va faire une randonnée, va marcher, va te reposer, et puis tu reviendras quand tu seras en forme, tu vois. Parce que des fois, un truc que tu vas faire, quand t'es très en forme, tu vas faire en 10 minutes, et quand t'es fatigué, tu fais ça en 1 heure, quoi. Mais c'est bien d'avoir cette vision-là, parce que on pourrait se dire, vous êtes une seule boîte, il faut avoir la même façon de faire pour aller tout droit. En fait, non, vous vous adaptez en fonction de vos personnalisations, et du coup, derrière, vous arrivez à un objectif commun, et derrière, on arrive à avancer. Mais on sait s'adapter. Exactement. Elle me dit parfois, vas-y, moi, ce que j'aime bien, c'est, nous, on a 2 bureaux, tu vois, on a un studio d'enregistrement et on a un bureau à la lumière du jour. Et moi, des fois, j'aime bien aller dans le studio d'enregistrement, travailler tout seul, tu vois, en mode, je mets une casquette, je mets du bruit blanc, je suis en mode machine. Là, je suis dans ma bulle, je suis dans ma grotte. Et là, je suis en mode, un état de flow, quoi. Tu vois, je suis là, et il peut plus rien. Elle m'a dit, vas-y, tu sais quoi, moi, je vais te parler, je vais t'embêter, je vais te déranger. Vas-y, va travailler. Et voilà, on a réussi à trouver notre équilibre, mais on essaye aussi beaucoup d'écouter nos émotions. Ça, c'est très important. Et puis après, autre point sur la productivité, on essaye de déléguer le maximum. On reste concentré uniquement là où on est bon. Et là où on est bon, là, on peut pas le déléguer. Mais par contre, on a mis en place des process pour créer les cours sur la plateforme Ligue des Chiffres. Donc, tout est processé. Un mentor, il arrive, il est onboardé, il sait exactement ce qu'il doit faire. Étape 1, 2, 3, 4, 5. La livraison des cours, comment ça se fait? 1, 2, 3, 4, 5. Le process YouTube, le process, il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Podcast 1, 2, 3, 4, 5 et ça déroule, tu vois. Moi, par exemple, sur le podcast, voilà, j'évite d'enregistrer tout au long du mois, mais j'ai 2 jours et j'en fais 8, quoi. Tu vois, 8 épisodes, des fois 4 par jour et point final, tu vois. Mais de toute façon, c'est la productivité que tu fais derrière. Et une chose importante, faut pas hésiter à déléguer des choses là où on n'est pas bon ou qu'on n'a pas envie de faire. Il faut le voir comme un investissement plutôt qu'une charge. Hein. Tu sais, dès que ça coûte moins cher que la valeur que toi tu apportes, tu le délègues. Hop, tu vires. Et je te donne un exemple. Hein. Je te donne un exemple, mais même à titre perso. Quand tu as des enfants, tu es entrepreneur, quand tu rentres chez toi, tu as des enfants en bas âge aussi. J'ai un enfant de 3 ans et une fille de 7 ans. Tu sais, souvent à la maison, c'est la guerre, quoi. Il y a des jouets, des trucs et tout. Enfin, c'est galère, quoi. Et toi, tu passes ton temps après le travail à faire le ménage, quoi. Perso, je prends pas de plaisir, tu vois. Alors là, je me suis dit un jour, vas-y, ce que je vais faire, c'est que tu sais, je vais tenter la femme de ménage. Mais tu sais, moi, je suis un mec du 9-3. Moi, j'ai grandi, j'avais pas d'argent. C'était la galère et tout à l'époque. Une femme de ménage, c'est un truc de riche pour nous, tu vois. C'est pas possible. Tu vois, tu te dis, c'est quoi? C'est des fous, les gens. Ceux qui font ça, purée, ils ont une chance de malade. En fait, regarde ce que je me suis dit. Je me suis dit, regarde. En réalité, c'est pas un budget qui est extraordinairement cher. Et j'ai délégué, j'ai pris une femme de ménage. Elle est incroyable, je l'adore. À chaque fois qu'elle vient faire le ménage à la maison, je kiffe. Mais la qualité que ça t'apporte, c'est que déléguer cette tâche, ça veut dire que tu passes pas 2 heures à nettoyer ton appartement, tu passes 2 heures soit à prendre soin de toi, et donc c'est bien de prendre soin de toi parce que ça te permet d'être productif après, et ça te permet aussi de kiffer, ça te permet de rester et prendre du temps avec tes enfants, parce que au lieu de faire ton ménage et les foutre devant la télé, tu peux sortir, tu vas à la mer, tu vas à la plage, tu leur fais des ambiances, tu vois. Et en fait, tu perds de l'argent, mais pour gagner en qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle te rend beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. Et la valeur que tu crées grâce à ça, c'est incroyable. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que finalement, déléguer cette tâche, elle avait beaucoup plus de valeur que finalement l'internaliser. Tu vois. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, on cherche Florian. Bon, on parle beaucoup. Je vais enchaîner un petit peu une autre question maintenant. On va aller embêter un peu les experts comptables. Donc, toi, tu as un expert comptable pour ton activité. Donc, je vais te mettre dans la peau du client, de ton expert comptable, et je voudrais que tu me dises quelles sont tes attentes, toi, Nicolas, quand tu fais appel à ton expert comptable. Tu l'appelles pour vérifier toutes les écritures comptables, débit crédit ou autre chose? J'imagine le plus mauvais client qu'un expert comptable peut avoir, tu vois. Je maîtrise très bien la technique et je suis complètement pas assidu. Tu vois. Le chien en pot. Oh là là. Ouais, voilà. Je vois bien les failles, donc ça c'est problématique. Et par contre, je suis pas, il faut me tirer un peu pour avoir les documents et tout, même si j'utilise des outils, voilà. Donc, ce que moi je veux d'un expert comptable, c'est qu'il est proactif, qu'il maîtrise ta niche et ton industrie. Ça veut dire que en gros, tu dis mon industrie c'est ça. Eh bien, toi, tu dois être capable, en tant qu'expert comptable, de m'alerter sur tous les risques que je pourrais avoir, fiscaux, juridiques, comptables, financiers, m'aider à pouvoir comprendre mes chiffres avec pas des données, c'est bien, t'as fait de la marge et c'est génial. Non, avec un truc stylé, tu vois. C'est pas,
Voilà, par exemple, tes copains sur le marché, eh bien, ils font ça. Toi, tu fais ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux? Voilà, avoir quelqu'un qui puisse, tu rentres, t'es sécurisé, il est proactif. Ça veut dire que l'information, elle vient pas de l'entrepreneur à l'expert comptable, mais c'est plutôt l'inverse. C'est l'expert comptable qui vient pour t'alerter. Tu vois, ça c'est hyper important et qui aussi vient te donner des informations sur les choses qu'ils sont possibles de faire pour toi. T'es à tel niveau. Avec ce niveau-là, voilà ce que je peux te proposer pour pouvoir te développer, optimiser ton patrimoine, créer des structures juridiques différentes pour comprendre un peu plus ton besoin et tes aspirations pour la suite. Un mec qui t'envoie une liasse fiscale, en fait, c'est lui, il est obligé de le faire, lui. Donc, on s'en fout, quoi. Tu vois, ça, c'est nul, en fait. T'as besoin qu'il te challenge, en fait. Mais c'est clair, quand il te challenge pas, comme je l'ai dit, avec des gens exceptionnels, tu crées des boîtes exceptionnelles. Si ton expert comptable, il est moyen, alors la gestion financière de ta boîte, elle est risquée. Et si elle est risquée, eh bien, c'est toi qui vas risquer, toi, entrepreneur, qui te lève tous les matins à travailler dur. Tu te chopes un contrôle fiscal, tu te chopes un stress juridique, tu savais même pas que tu avais l'URSSAF à payer, tu pensais que toi tu gagnais de l'argent alors que tu n'en gagnes pas. Tu te dis, mais tous ces sacrifices pour ça? Mais ça, c'est en fait un expert comptable, il devrait pouvoir faire un one-to-one avec ses clients, comme je te l'ai dit tout à l'heure, très souvent. Par contre, malheureusement, il le fait pas parce qu'il facture pas. Et comme il facture pas, bah du coup il a pas d'argent donc il a pas de temps pour le faire, donc il ne le fait pas. Mais du coup cette prestation, elle est mal perçue auprès des clients parce qu'il dit je paye un expert comptable mais j'ai rien en retour, et en même temps l'expert comptable il dit ouais mais avec le prix que le client me paye, je peux rien lui faire. Ah bah du coup on fait quoi là, tu vois? L'expert comptable il doit dire à ce prix-là je vais rien faire pour toi, quoi. Je t'envoie ta liasse mais je discute pas avec toi. Mais s'il commence à te dire t'inquiète, je vais te conseiller, tu peux m'appeler, etc., et que tu déroules pas derrière, il est dégoûté, quoi. Il dit, non, je préfère payer 5 000 euros de plus à l'année, mais au moins, tu me fais gagner 15 000, quoi. Ouais, d'accord. Toi, ça tirait ce process-là en disant, voilà, tu me payes 5 000, par contre, je t'en fais gagner 15 000. C'est comme ça, un petit peu, que tu le vois, toi? Mais c'est toujours comme ça, en fait. À un moment donné, il faut investir pour gagner. Enfin, le petit investissement, ça marche pas, en fait. Hein. J'ai fait un mastermind la dernière fois. Je fais un coaching. Ça a coûté 10 000 euros. C'est 10 000 euros pour un mec qui a pas d'argent, ou ça, c'est... sa mère, elle doit travailler 10 mois, 6 mois ou 8 mois pour avoir juste ce truc-là. Toi, tu le claques comme ça, mais dis OK. Tu fais le coaching, tu bosses avec des gens qui ont fait x10 par rapport à toi, qui ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Tu fais un coaching et à la fin, il est rentabilisé. Tu as dépensé 10, tu as gagné 6, quoi. Tu vois? Enfin, tu as dépensé 10K, tu as gagné 60K. En 2 discussions. Et donc, il n'y a pas besoin de discuter longtemps. Hein. C'est juste la valeur que ça peut apporter, tu vois. Et ça, ils ont du mal un petit peu, les experts comptables, à se dire... C'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas d'offre précise. L'offre, c'est viens chez toi, je vais te conseiller. Mais ça, c'est intangible. On n'arrive pas à comprendre, en fait. On voit, les gens, ils ont besoin de chiffres. Dis-moi, concrètement, je viens chez toi, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu peux lui dire, je viens chez toi, 0 retard, pas de pénalité au niveau des impôts, sécurisation sur ton patrimoine et sur tout ce qui est IS, TVA et tout le tralala. Au moins, t'es tranquille. Je t'aide à gagner un peu d'argent. Je t'aide à rester aussi dans les clous au niveau de la loi, comme ça, t'as pas de problème. Déjà, tu vas travailler un peu sur la sécurité. Mais lui, il vient pour ça. Pour lui, c'est normal, un entrepreneur, de payer cette prestation. Donc, pour lui, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Par contre, si je lui dis, voilà, une fois qu'on a fait ça, on a structuré et c'est parfait, en fonction de ta niche, peut-être que je peux te faire gagner X euros, tant d'euros sur tel et tel sujet, tu vois. Et là, dans ce cas-là, je pourrais peut-être te faire gagner 12, 13, 15 000. Et moi, je te facture 5, 6, 7. Tant que l'entrepreneur, il va gagner, il va se dire, OK, tu vois. Mais tu vois, il y en a qui vont te dire, c'est bien beau, Nicolas, mais c'est de l'expectatif, là. Je peux pas m'engager à dire, je vais te faire gagner 10 derrière. Oui, évidemment, tu peux pas. En fait, tu pourras le dire que si ça se justifie. Mais du coup, il faut que tu creuses le besoin et tu creuses l'histoire de l'entrepreneur pour savoir si concrètement, tu peux lui faire gagner ça. Par exemple, si tu pourrais dire, voilà, tous les mois, je vais te faire de la comptabilité, je sais pas moi, prédictive, ou je vais te faire de la projection. Tu dis, OK, avoir une projection, c'est aujourd'hui prendre des décisions qui peuvent te permettre de sécuriser ta boîte ou de faire progresser ton entreprise. Et là, il faut que tu fasses des comparables. Par exemple, un entrepreneur X qui n'a pas fait ce travail-là, il a fait que il allait déposer le bilan. Et donc, déposer le bilan, c'est quoi? C'est une famille qui va être en galère, je sais pas quoi, etc. Tu lui montres que ne pas le faire, voilà ce qu'il risque. Et le faire, tu promets pas qu'il va gagner.
Mais en tout cas, tu promets qu'il sera pas dans cette situation. En tout cas, la gestion financière, ça va pas être le sujet qui va faire que sa boîte, elle va planter. Là, je te donne un exemple parmi tant d'autres. Mais ça peut être une manière de pouvoir convaincre une personne, tu vois. Après, moi, je suis pas un commercial non plus, tu vois. C'est pas mon métier, j'ai du mal à faire ça. Mais par contre, je comprends quand même que il faut que la personne elle voit le rapport entre ce qu'elle gagne à avoir du conseil, mais lequel, il faut que ce soit plus précis, tu vois. Là, il faut se creuser les méninges. Vous avez entendu les experts comptables, c'est pas de dire, en gros, dans le mindset, se dire, je donne un prix absolument, mais se dire quelle est la valeur que vous allez lui apporter. Comment je vais l'aider à se concentrer sur son entreprise, comment je le sécurise, et de l'autre côté, comment j'aide à se développer. C'est lui faire prendre conscience de la valeur. Vous me donnez ça, je le sécurise, et vous allez pouvoir aller plus loin sur l'objectif de fond. J'ai 2 exemples à te donner avec 2 experts comptables différents qui m'ont raconté 2 histoires de missions qu'ils ont vendues à des clients. Il y en a un, il fait de l'optimisation patrimoniale. Bon bref, je sais pas, il fait des démembrements de SI, bon bref, tout le tralala. Il a dit, tu payes 10K, tu payes 10 000 € la presta, donc 10 000 € ça pique, tu vois, tu te prends une claque dans la figure. Bah ouais. Tu les rentabilises pas tout de suite, mais par contre, dans X années, ce montage patrimonial, voilà ce qui va te faire gagner. Ok, bah tu payes direct. Il y en a un autre, il a dit, je vais te faire une optimisation société, SAS Alière, tout le tralala et tout le tralala. Bah, tu me fais 10 000 € pour faire le montage juridique, et puis tu peux t'assurer que à la fin de l'année, tu vas gagner 40 000 €. Parce que tu es dans un système, moi je te mets dans un autre, l'autre, voilà les risques, voilà les inconvénients, voici les avantages. Si tu prends les avantages, tu vas gagner 40 000 €. Par contre, les risques en face, c'est ça. Bah, l'entrepreneur, il prend sa propre décision, mais au moins il a des chiffres. Et par contre, l'expert comptable, il a facturé une presta 10 000 €, quoi. Bien sûr. Pour un truc assez facile à faire pour lui. Ouais, c'est juste que voilà, à chaque fois, c'est pas qu'on n'a pas la capacité de faire, c'est qu'on n'a pas la capacité à savoir bien le mettre en avant. Ouais, c'est ça. Montrer cette fameuse valeur. Parlez pas de prix, mais de valeur. Qu'est-ce que lui va avoir à y gagner? Et puis, une fois qu'il comprend, votre client, derrière, dans tous les cas, s'il va gagner 100 000 €, derrière vous vendez 10 000, et ben il gagne 90, hein, il comprend rapidement que c'est du plus. Hein. Yes, exactement. Bon, on arrive presque à la fin. Avant de faire notre petit jeu pour apprendre à te connaître, je voudrais que tu me donnes le dernier conseil aux experts comptables qui veulent faire du marketing. Ou plutôt l'erreur qu'il ne faudrait pas faire absolument quand tu te lances. De se disperser et de pas avoir une niche précise. Il faut une niche précise et utiliser un canal. Point. Une niche précise, un canal. Et autre point aussi, c'est d'analyser un peu les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est en fonction de ce que vous allez faire, quel va être le retour. Et ça, je vous invite à faire des comparatifs. Regardez, par exemple, si vous allez travailler plutôt sur LinkedIn, eh bien, si vous dites, je vais faire 10 posts, et sur 10 posts, eh bien, je vais analyser les signaux faibles du résultat de ces 10 posts. Exemple. Je fais un post technique, j'ai 10 likes, sans impression, ou je sais pas, 1000 impressions, ça me fait un pourcentage d'engagement de 1%. Ok, là j'ai un espèce de comparable. Deuxième post, je vais essayer de pouvoir améliorer ce ratio-là. Et donc, comment je vais faire pour améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour améliorer ce post? Le post d'après, je suis à 10 likes. Par contre, j'ai plus 1000 impressions, mais j'en ai 800. Donc, le pourcentage, ce signal faible, il est plus intéressant parce qu'il a montré que j'ai touché moins de personnes. Par contre, j'ai eu plus d'engagement. En fait, voilà, c'est comme ça que je fais. Moi, c'est dans les actions marketing, je regarde toujours les signaux faibles et je regarde ce qui marche. Et ce qui marche pas, je le vire et j'appuie plus sur ce qui fonctionne. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un marathon? Faut pas attendre les résultats dès le premier post? Jamais, mais jamais. De toute façon, de toute façon. En plus, avec l'IA et tout, franchement, aujourd'hui, la concurrence dans la création de contenu, elle est énorme. Il faut mettre beaucoup d'émotions, beaucoup de vie. Il faut montrer qui on est, vraiment, avec ses qualités, ses défauts. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, on n'est pas des gens parfaits. On est juste des humains avec nos propres galères et nos propres réussites, nos propres échecs et nos propres forces et faiblesses. Et ça, je pense que le montrer, c'est pas... En fait, c'est jouer le bon rôle. C'est le rôle que nous sommes vraiment dans la vraie vie. Et quand on fait ça, l'engagement, il est beaucoup plus important. Et les gens, ils connectent plus avec toi parce qu'ils se reconnaissent plus, parce que c'est ça la vraie vie. Quelque chose de lisse, c'est parfait. Franchement, laisse tomber, quoi. Ça donne envie de pleurer. Et c'est pas ça. Et effectivement, il faut jamais attendre des résultats immédiats. Il faut juste prendre son temps. Parce que dans la vie, si tout arrivait tout de suite, on ferait tous ça, quoi. Ça ne marche pas. Les gens qui se sont faits, c'est l'effet cumulé. Hein. Au début, c'est rien. La locomotive, elle a du mal à démarrer. Là, c'est galère. Puis à un moment donné, ça part et ça part vite. Mais du coup, par contre, il peut se prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Ça dépend. Mais comme tu l'as dit, il faut mieux taper 100 fois dans un clou, se concentrer à faire quelque chose comme il faut avant de voir directement la montagne. On fait par étapes. Et exactement. Tu découpes. Et puis c'est comme ça que ça marche.
Bon, on te remercie parce que là, c'était vraiment une méga masterclass avec le GOT. Ah, écoute, j'espère que les gens en tireront de la valeur, quoi. C'est ce qu'on propose justement pour tout ce qui est les confrères et pour tout le secteur de la compta. Donc, pour finir l'interview, je voudrais qu'on fasse un petit jeu qui s'appelle le jeu Ceci et Cela pour apprendre à mieux te connaître. Allez, go. Alors, j'ai été un petit peu regardé sur les réseaux sociaux pour te proposer des choses. Donc, le premier, tu es plutôt LinkedIn ou Insta, toi? LinkedIn, à mort. Ouais, je te vois pas trop sur Insta. Instagram, je sais même pas l'utiliser en fait. Pour te dire, je ne sais même pas l'utiliser. Tout ce qui est story, etc. Non, j'arrive pas. C'est plutôt Soumaïa qui s'en occupe, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est clair. Hein. J'ai installé récemment l'application sur mon téléphone professionnel pour regarder un peu, mais sinon, moi, j'ai pas eu Instagram pendant des années, quoi. Vous entendez une star de YouTube qui est même pas sur Insta, tout ça, il maîtrise pas tout. Vous voyez, mais il est concentré sur un seul. Ça, c'est top. Et t'es plutôt hyper actif ou hyper tranquille, toi? Je suis plutôt hyper actif ou hyper tranquille. Je pense que je suis hyper actif. Il n'y a pas de sujet. Je pense que je suis un excité de la vie, moi. Mais des fois, je suis tranquille. T'es plutôt sweat à capuche ou au costume cravate? Ah, sweat à capuche, à mort. T'en as déjà mis le costume? Ouais, j'en ai déjà mis un à l'époque quand je travaillais, quand j'étais salarié. Tu vois, mais ça remonte à 12 ans en arrière, quoi, je pense. Hein. Donc, 12-13 ans en arrière. Oui, j'ai déjà mis un costard. Mais ça doit être rigolo, j'aurais bien de voir en costume. Ouais, maintenant, si je prends un costume, il faudra un costume hyper stylé, tu vois. À l'époque, franchement, des costumes vraiment premier prix, bas de gamme. Ouais, super grand, regular fit, vraiment tout moche. Là, je prends un truc cintré, un peu stylé, tu vois. Ah, j'ai dû t'embêter sur une chose. Alors, on va parler un petit peu de Dragon Ball Z, parce que je t'aime plutôt pas mal. T'es plutôt Sangoku ou Vegeta? Ah, purée, je suis tiraillé entre les deux, je t'assure. Tu sais quoi, j'aime la personnalité de Sangoku. J'aime le fait qu'il lâche pas, qu'il veut toujours s'entraîner, qu'il veut toujours sauver les gens, se battre, etc. Mais en même temps, je trouve que Vegeta, il a ce côté un peu où il lâche jamais rien, tu vois. Même s'il est par terre, il est mort, il va quand même toujours donner son dernier souffle pour se battre avec un esprit un peu, voilà. Donc, je te dirais, allez, franchement, c'est la fusion. Bah, en fait, c'est Gogeta, quoi. Parce qu'il y a toujours ta petite figurine que lors des enregistrements, je l'ai vue, donc je me dis, tiens, on va le taquiner là-dessus. Tu préfères écrire un livre en 8 mois ou tourner plusieurs vidéos YouTube en une semaine? Bah, ça dépend quel livre, en fait. Moi, j'avais déjà signé un livre en 2019 pour écrire un livre sur la comptabilité. C'était kiffant sur le papier et avec une maison d'édition qui était incroyable, avec Florian, l'éditeur chez Erol, que je salue vraiment parce qu'ils sont vraiment incroyables, ils sont vraiment top. Et du coup, j'avais signé chez eux. Et du coup, le sujet, il m'a pas suffisamment passionné et j'ai préféré faire les vidéos YouTube sur une semaine plutôt que le livre. Et là, sur le livre, mon DCG validé, eh bien, j'ai préféré faire le DCG que faire les vidéos YouTube. D'ailleurs, j'en avais fait beaucoup moins à cette époque. T'es plutôt lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Là, j'ai pas le choix. Moi, j'ai un enfant, il n'a pas dormi pendant 2 ans, donc moi, à 4h du matin, j'étais réveillé tout le temps, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, je pense, de la grisonnance très vite, tu vois. Mais je me lève très tôt, j'aime bien. Et par contre, je me couche quand même tôt. Alors, on va les taquiner un petit peu plus maintenant. À choisir, tu préfères le PSG ou l'OGC Nice, sachant que tu habites maintenant à Nice? Oh là, le foot, je suis nul, quoi. Je vais dire le PSG parce que c'est plus mon club de cœur quand j'étais jeune, mais je connais même pas l'équipe, donc je sais même pas il y a qui dedans, quoi. Mis à part Kylian Mbappé, peut-être que là c'est la saison des transferts, peut-être qu'il va partir, ou je sais même pas il y a qui. Donc je te dirais le PSG, mais je connais pas la composition de l'équipe. Allez, la dernière pour de la musique, t'es plutôt IAM ou NTM? IAM. Ah là là, le texte il est très très bon sur IAM. Ouais, mais NTM c'est 9-3. Hein. C'est vrai. Mais je trouve que dans la lyrics, IAM, ils ont un peu baigné mon enfance et cette culture un peu rap que j'avais à l'époque. Bon, en tout cas, on te remercie d'être passé sur le podcast. Ça a été vraiment top. C'est vraiment une masterclass. Est-ce que tu as pris plaisir, toi? Ouais, merci beaucoup. J'ai vraiment kiffé, mon cher Florian. C'était top pour moi et j'espère surtout que ça va aider et sensibiliser tes auditeurs et qu'ils y prendront un plaisir comme nous on a pris à l'enregistrer. Ouais, et puis n'hésitez pas à aller voir le podcast de notre ami. Et est-ce qu'on pourra te voir au congrès cette année à Montpellier? Yes, je devrais pouvoir faire un tour naturellement pour aller visiter les rangs et aller me promener dans les couloirs. Bon, on te remercie, puis on te souhaite une bonne journée. Et puis à vous les auditeurs, à bientôt. Salut à tous. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.